Ok, bienvenue à tous. On va attendre que tout le monde se connecte, hein. Je suis Pascal Moranton et c'est moi qui vais assurer ce webinaire avec l'aide de Brice. Donc, on va attendre 2-3 minutes que les participants arrivent et puis on pourra commencer cette présentation. Bienvenue à tous. Hop. Alors, je réaménage un peu mon écran pour voir ce qui se passe. Bon, les gens commencent à arriver doucement mais sûrement. Là, on est à peu près une douzaine. Est-ce que les gens qui sont déjà connectés peuvent déjà écrire sur le chat qui est disponible dans la barre latérale, s'ils peuvent confirmer qu'ils m'entendent bien? Est-ce que vous pouvez confirmer que tout se passe bien du côté audio, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Donc normalement, vous avez un chat qui est disponible qui va vous permettre d'interagir avec nous, en fait. Ok, parfait. Donc on me dit que c'est bon pour vous. Donc on va encore patienter quelques petites minutes pour que les gens puissent arriver. Je découvre un peu l'outil, hein, donc c'est pour ça, ne soyez pas étonnés que j'explore parfois un peu l'écran pour bien comprendre en fait toutes les informations qu'on me donne avant le démarrage effectif de la session. Bon, le nombre de participants continue un petit peu à monter. Ce que je vous propose, c'est que je démarre dans 2 minutes et puis les personnes qui arriveront pourront prendre la présentation en route, sachant que je vais commencer par une présentation de moi-même, mes activités, et puis ensuite on abordera le cœur du problème, qui est quels sont les points clés d'une démarche PLM réussie. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un délai dû au fait qu'il y a une petite application qu'on doit installer, donc qui va nécessiter quelques petites opérations chez. Ok, ce que je vous propose, c'est donc commencer ce webinaire sur le PLM. Alors, j'ai prévu un agenda en 4 points. Donc, je vais commencer par me présenter et présenter mes activités dans le PLM pour vous expliquer en fait comment j'ai consolidé peu à peu ces formations PLM et leur contenu surtout. Ensuite, je vais commencer quand même par définir ce que nous, on entend par PLM. C'est quand même important de s'accorder sur ça avant d'aller plus loin. Ensuite, je présenterai une proposition de cadre méthodologique issu de mon expérience et de différentes activités que je vais détailler juste après, qui va nous permettre de donner quand même le cœur des éléments que je souhaite présenter aujourd'hui. Et puis on terminera par l'offre de formation PLM de Centrale Supérieure d'Excel, qui est une réponse possible, ou en tout cas l'un des éléments de réponse possible pour accompagner vos projets PLM. Alors, ce que je vous propose, c'est de transmettre vos questions par écrit à Brice, donc qui va co-animer ce webinaire avec moi.
qui est quelqu'un de Centrale Supélec Exed, et qui rendra compte de ces questions régulièrement pour que je puisse éventuellement y répondre, et puis avoir un peu un mode interactif avec vous, sachant que on attend quand même pas mal de gens, donc il n'est pas possible d'interagir malheureusement directement avec vous à l'oral, ce serait trop compliqué. Donc on va passer par ce genre d'interaction, de questions écrites et réponses de ma part. Donc, dans un premier temps, je vais présenter mes activités dans le PLM. Alors, elles sont de 3 natures. Voilà, je vais tout de suite les présenter comme ça. Donc, j'ai fait 3 grands blocs pour vous montrer quels étaient mes 3 grands domaines d'activité. Donc, évidemment, le premier bloc, c'est celui qui se trouve à gauche, c'est mes activités de formation initiale et continue à Centrale Supélec. J'ai mis quelques logos sur cette planche que je repréciserai tout à l'heure juste après. Pourquoi ces logos sont sur cette planche. J'ai une activité aussi associative qui me permet de faire des activités d'échange et de transfert, notamment entre le milieu académique et le monde industriel. J'en parlerai également. Puis la troisième activité qui sont des activités de conseil au sein d'une société qui m'est propre en fait, qui est la société NPS Consulting, qui me permet de faire clairement la web consulting dans le domaine du PLM. Et donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est issu de ces 3 types d'activités, en fait, formation, associatif et transfert et conseil. Et tout ça, en fait, ce sont des domaines qui se nourrissent les uns les autres pour bâtir, en fait, un socle de compétences et de connaissances qui me semble pertinent de vous présenter et de vous partager. Alors, en formation initiale, je vais aller assez vite. Je suis responsable d'une chaire d'enseignement à Centrale Supélec avec Dassault Aviation, en fait, qui a pour but de permettre à nos élèves de découvrir un peu quelles sont les problématiques industrielles, notamment liées aux questions de PLM. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'avec Dassault Aviation, on a mis au point une sorte de mini-étude de cas basée sur une vraie problématique qu'ils ont traitée en leur temps, qui concernait la modification d'un sous-ensemble du Falcon. En bas de la planche, vous voyez des illustrations de la maquette numérique qu'on utilise avec les élèves. Et en fait, avec Dassault Aviation, on s'est posé la question de comment présenter les problématiques PLM à des élèves en formation initiale. Et ça a permis quand même de vraiment bien avancer sur ces questions et de nourrir les problèmes, on va dire, de didactique de la discipline avec une entreprise qui est relativement mature sur ces questions et qui nous a permis de monter ce programme qui, semble-t-il, est très, très apprécié par les élèves. Très rapidement, depuis 2007, il nous a semblé intéressant de mettre sur pied une offre de formation continue alors, c'était d'abord 3 jours de formation et puis maintenant, c'est 8 jours. C'est un certificat PLM. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. Et là, vous avez quelques références d'entreprises alors qui sont venues soit à Centrale Supélec pour suivre des stages qu'on appelle inter-entreprises, c'est-à-dire qu'il y a différents collaborateurs de différentes sociétés qui viennent, soit directement des formations sur site pour des besoins plus spécifiques ou plus importants auprès d'entreprises. Et comme vous le voyez, en fait, il y a une grande diversité d'entreprises qui nous ont sollicité. Et j'y reviendrai, c'est parce que le PLM, bien évidemment, comme vous le savez certainement, concerne de plus en plus tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine de l'industrie, de l'énergie, du luxe, des transports, etc. etc. Donc, toutes ces formations ont permis aussi de rencontrer de nombreux acteurs et collaborateurs du monde industriel qui m'ont permis d'enrichir aussi mes retours d'expérience dans le domaine. Et ça a grandement contribué à enrichir le contenu de mes formations, évidemment. Donc ça, c'était pour la formation initiale, la formation continue. Il y a aussi le PLM Lab. Donc le PLM Lab, c'est quoi? C'est une association qui a été créée en 2010, toujours dans cette dynamique d'échange avec les industriels, en fait. Et l'objectif, c'était vraiment de proposer un lieu d'échange très ouvert, destiné à des industriels, pour parler très concrètement de ce que c'est qu'un projet PLM dans les entreprises. Alors là, j'ai mis la planche est un peu ancienne, veuillez m'en excuser, j'aurais dû la mettre à jour. On a maintenant, on va dire, je crois, entre 20 et 30 entreprises qui sont adhérentes en tant que personnes morales, donc notamment des très grands groupes,
Airbus, Renault, Michelin, qui sont des gens qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. On a également des entreprises de taille plus réduite. On a aussi des gens qui adhèrent à titre personnel parce que c'est des sujets qui les intéressent. Et puis, bien entendu, on a des académiques et des consultants et des éditeurs qui nous ont rejoints. Et dans cette association, je pense que c'est important et je prends le temps de le présenter parce qu'on a une production de deux types. On fait des conférences dites Back to Basics qui rassemblent entre 50 et 80 ou 90 personnes à chaque fois. Et en fait, on prend un thème PLM, par exemple, là, c'est gestion de diversité, et puis on fait témoigner des entreprises sur quelles sont les problématiques, quels sont les projets qui ont été mis sur pied pour répondre à ces questions. Et la spécificité de cette structure, c'est qu'on donne vraiment la parole aux sachants, aux pratiquants ou aux praticiens du PLM et pour avoir des retours d'expérience directs. Donc c'est très, très enrichissant. Pardon. Et du coup, ça nous permet de créer des petits guides sur lesquels auxquels je participe activement, puisque je suis président de l'association PLM Lab et c'est moi qui souvent suis à la manœuvre pour rédiger ces documents avec l'aide des adhérents. Et donc, ça permet d'avoir un large panel de problématiques et d'état de l'art, en tout cas, de ce qu'on pense être les bonnes pratiques. Voilà. Et puis, la troisième activité qui est beaucoup plus récente, c'est que depuis quelques années, je me sens à même de mener des activités de conseil. On m'a sollicité pour ça, d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'est déclenché. On m'a dit, Pascal, est-ce que tu ne voudrais pas venir accompagner notre entreprise pour nous aider à monter ou à développer un projet PLM? Donc là, vous avez quelques références d'entreprises dans lesquelles je suis intervenu. La toute première, c'était le CERN. Et puis, alors Renault, par exemple, c'était juste une demi-journée d'un séminaire sur une question très précise. Mais ça peut être aussi une société comme Esterline, où je l'accompagne plus dans la durée d'un projet PLM. Donc Esterline, c'est un sous-traitant aéronautique. Il y a des grands groupes de luxe qui m'ont aussi sollicité, donc LVMH, dernièrement Chaumet, je voyais bien connu, la Société du Grand Paris, EDF, et j'aurais pu rajouter la dernière référence, c'était la SNCF. Et voilà quelques types de projets que je mène avec cette société. Donc, assez classiquement, l'accompagnement dans la spécification de la conduite du déploiement d'un outil PLM. Voilà, donc là, c'est un périmètre un peu plus restreint que le PM. J'ai également fait une audit relativement rapidement, mais je pense pertinent, du démarche PLM avec le benchmark de solutions et la définition d'une trajectoire. C'était plutôt pour un grand groupe. Identification des périmètres, enjeux et bonnes pratiques d'une démarche de MDM. Alors, on verra tout à l'heure ce que c'est, c'est le Master Data Management. Là, c'était pour un grand groupe, en fait, également. Et puis, accompagnement d'un service d'ingénierie pour la mise en œuvre, la mise en place d'un démarche PLM avec ses fournisseurs, donc quelque chose d'un peu spécifique, mais qui rentre pleinement dans le cadre d'une démarche PLM. Voilà. Tout ça fait que, en fait, ça m'a permis d'avoir des regards croisés, le point de vue d'un enseignant, le point de vue d'industriel et le point de vue d'un consultant, qui m'a permis d'enrichir et de faire quelque chose que je pense pertinent et consolidé de ces points de vue. Ce que je vous propose, c'est avant de passer, n'hésitez pas à poser des questions sur tous ces sujets-là. Brice pourra les reporter et je pourrai vous répondre sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions par le chat. Donc, deuxième point, c'est on va commencer par définir ce que le PLM. Et là, je vous demanderai éventuellement de me donner votre feedback et votre avis sur ces questions-là. Donc, alors, pour moi, mais aussi pour un certain nombre d'acteurs, notamment du PLM Lab, on a convergé vers une définition qui est celle-ci. Donc, je vais lire avec vous. C'est le PLM, donc le Product Lifecycle Management, est une transformation continue de l'entreprise étendue, destinée à augmenter sa performance par une intégration, et vous noterez que l'intégration est soulignée, plus efficiente de ses activités d'ingénierie liées aux produits. Et donc, ça concerne la spécification, la conception, l'industrialisation, la qualification, la maintenance, le retrait, le démantèlement d'un produit. Ça veut dire qu'on couvre vraiment l'ensemble du cycle de vie, très clairement. Et ce qui est à noter dans cette définition, c'est qu'on parle bien d'une transformation continue. Donc, c'est vraiment un processus qui doit s'envisager sur un moyen ou long terme.
Et le mot-clé, c'est intégration, on y reviendra tout à l'heure. C'est comment faire que les métiers soient, et les activités plus exactement, plus intégrées pour une meilleure efficacité, une meilleure efficience, on va dire, de leur activité. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques, hein, n'hésitez pas. Si c'est une définition qui vous convient ou si vous avez peut-être des points de désaccord ou des nuances à formuler, n'hésitez pas à le faire dans le chat, encore une fois. Alors, partant de cette définition du PLM, alors je crois pouvoir m'avancer à dire que c'est quand même une définition qui commence à faire consensus au sein, en tout cas, de l'écosystème dans lequel je suis, hein. C'est-à-dire les industriels, les éditeurs, les consultants, les intégrateurs s'accordent pour dire que c'est une définition qui convient. Voilà, alors parfois il y a des éléments qui sont débattus, mais grosso modo, globalement, ça convient. Et donc, le PLM, en fait, ça fait partie de ces démarches qu'on trouve maintenant assez fréquemment dans les entreprises. J'en ai mis quelques-unes de ces démarches, hein, avec des acronymes, souvent avec des trigrammes. Donc, il y a du MDM, le Master Data Management, le PDM, le PIM, le BLM. Je ne vais pas tous les détailler. Et finalement, le point commun de toutes ces démarches, c'est que toutes ces démarches visent à une seule chose, à nouveau, c'est d'intégrer au mieux certaines activités. Et ça, c'est vraiment leur point commun. Si vous prenez toutes les définitions une à une qui sont proposées dans la littérature sur ces concepts-là, vous allez trouver très souvent la notion d'intégration, de référentiel commun, des choses comme ça. Et ce qui veut dire que finalement, il y a un certain nombre de fondamentaux qu'on va retrouver un peu partout dans les entreprises. Et c'est ces fondamentaux qu'on va essayer d'identifier et d'appliquer en fait à une démarche PLM. Et ce qui veut dire aussi que parfois des gens parlent par exemple de MDM ou de PDM ou de PIM ou de BIM, par exemple dans l'industrie de l'architecture et du génie civil. Et finalement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ça se ramène à cette définition-là sur des périmètres variables, mais que très clairement, cette définition-là est quand même une définition qui convient vraiment bien pour de nombreuses démarches. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous ont entendu ce genre d'acronymes ou de concepts en fait qui deviennent assez courants en fait. Voilà. Je tenais à le signaler. Alors, excusez-moi, je reviens à la diapo précédente. Souvent, les entreprises se posent une question, les entreprises ou certains de ses collaborateurs, c'est OK, j'ai des concepts, des définitions, et les questions qui arrivent, c'est ben, finalement, concrètement, quelles sont les propositions de valeur associées à ces concepts, technologies, méthodes ou démarches? Parfois, c'est pas très clair, hein, mais concrètement, qu'est-ce que ça va apporter dans mon activité quotidienne? Deuxième question, au moins aussi importante, c'est quel cadre de référence ou d'analyse je peux utiliser pour qualifier ces propositions, en fait. Ça, c'est une question qui est essentielle. Ce que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est de vous donner quelques éléments de ce cadre de référence qu'on propose. Ensuite, bah, comment toutes ces propositions de valeur s'articulent-elles entre elles? Par exemple, entre le PLM, le MDM, le PIM, etc. Comment ça s'articule? Bon, là, il y a des éléments de réponse qu'on peut également donner. Et puis, dernière question, évidemment, c'est une fois qu'on a fait le tour de ces questions, c'est bah, comment je fais pour commencer un projet PLM? Quels sont les prérequis? Comment je peux minimiser un risque et m'assurer, et on rejoint le thème de ce webinaire, comment m'assurer que je m'engage de façon raisonnable et maîtrisée dans cette voie. Voilà. Ça, c'est les questions que j'entends le plus souvent, notamment pour les entreprises qui souhaitent un peu aller sur ces sujets-là qui ne sont pas nécessairement connus. Il me semble que vous avez un public très attentif, il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas, il n'y en a même pas pour l'instant, n'hésitez pas à en poser pour que je puisse ajuster en fait ce que je dis à vos attentes et à vos interrogations. Alors, là, j'ai mis une diapo un peu textuelle, on va dire, avec pas mal de contenu pour c'est une sorte de mise en garde ou pas de mise en garde, mais en tout cas de point d'attention. Alors, premièrement, il y a des définitions les définitions du PLM, celles que je viens de vous donner ou d'autres, elles sont tellement larges qu'elles peuvent s'appliquer à de nombreux points de vue. Donc, par exemple, une direction générale qui parle de stratégie peut parler de PLM, l'ingénierie également, le management, notamment le middle management, l'informatique
toutes ces fonctions et services peuvent traiter plus ou moins de PLM à leur niveau. Et donc, du coup, l'un des dangers ou difficultés qu'on rencontre parfois, c'est qu'il y a beaucoup de démarches ou d'outils qui peuvent se référer au PLM, qui amènent parfois une certaine confusion dans ce qu'on appelle PLM ou pas. Alors moi, ma position là-dessus est très simple, c'est que on fait une proposition de définition très large. Je crois qu'il serait vain de vouloir établir par exemple une définition, alors j'aurais pu rajouter plus précise, et puis un périmètre définitif pour ce que c'est pour parler de PLM. Parce que à chaque fois qu'on a une nouvelle entreprise qui va sur ce sujet-là, en général, la nature du projet, le centre de gravité et puis le contexte est très spécifique. Donc, même si on a des fondamentaux communs, l'application d'une démarche PLM est souvent très spécifique à une entreprise, en tout cas dans certains détails. Et donc, on peut avoir des variations à la marge ou peut-être plus importantes sur la façon dont concrètement l'entreprise va enclencher une démarche PLM. Donc, à nouveau, il y a des fondamentaux communs, il y a des définitions communes, mais il y a une mise en œuvre qui est souvent assez spécifique à certains contextes, notamment parce que les entreprises ont une histoire qui vont fortement influer sur cette démarche PLM. Et donc, au final, tout ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas proposer un cadre méthodologique générique pour une action PLM, et c'est bien ce que je vais vous présenter, et c'est le cœur du webinaire, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour assurer une démarche PLM maîtrisée et réussie. C'est un peu le sens de mes présentations. Voilà. Alors, comme il n'y a toujours pas de questions, j'espère que ce que je présente correspond tout à fait à vos attentes. Je vais rentrer dans le cœur du sujet et vous montrer, en fait, moi, comment j'aborde ces questions. Alors, d'un point de vue de la formation initiale et continue, très clairement, mais aussi d'un point de vue du consulting, hein, c'est deux éléments que je mêle intimement. Ce qui me sert en consulting, je le réutilise en formation initiale et continue. Et puis, les aspects didactiques, évidemment, sont très importants dans une démarche de consulting. Donc, tout ça se nourrit, et c'est plutôt, moi, je considère un cercle vertueux que de comment dire, essayer de faire communiquer ces domaines. Alors, là, j'ai mis le grand classique de la métaphore de l'iceberg, qu'on a beaucoup vu, bon, peut-être un peu trop, mais qui reste quand même une métaphore très utile et très pertinente. Comment ça se lit, cette métaphore? La partie émergée de l'iceberg, la partie blanche qu'on voit au-dessus de la ligne de flottaison, c'est clairement l'activité visible de l'entreprise, donc c'est ce qu'elle délivre. Et puis en dessous, c'est comment elle s'organise. Et pour caricaturer très clairement, avant de se poser des questions relatives au PLM, ce qu'on peut constater souvent dans les entreprises, c'est que c'est beaucoup siloté. Les métiers sont silotés, même s'ils se parlent, c'est quand même très siloté. Il y a assez peu d'intégration. La collaboration se fait point à point. Il manque un référentiel commun. Et tout ça fait que ça marche, certes, mais que ce n'est pas forcément le plus efficace. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la raison qui peuvent amener une entreprise à évoluer sur ce sujet-là, mais clairement, faire du PLM, c'est faire en sorte que tout le monde se parle avec un référentiel unique commun et que tout le monde travaille en bonne intelligence et de façon la plus efficace avec l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Voilà. Alors, finalement, c'est une démarche conceptuellement qui est très simple. Très clairement, on comprend bien le but vers lequel on veut tendre. Concrètement et opérationnellement, évidemment, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. On le verra. Hein. Quand je dis extrêmement complexe, c'est vraiment une réalité. Hein, et ça prend du temps. Voilà. Mais quand on y arrive, ça permet de relever certains défis et ça permet d'avoir des gains très, très importants que seul le PLM permet. Je passe à la diapo suivante. Alors, avant de vous donner des éléments de méthodo, même si ça, c'est finalement presque un élément de méthodo, c'est avant toute chose, dans une entreprise, on doit se poser ces questions. La question suivante, c'est quels sont les enjeux adressés par ma démarche PLM? Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vais quand même balayer les enjeux, moi, que je connais, en tout cas, que j'ai vus à l'œuvre dans certaines entreprises. Donc, les entreprises font du PLM ou veulent se lancer dans du PLM. Pourquoi? Pour une ou plusieurs de ces 5 enjeux que j'ai mis à l'écran. Alors, le premier,
c'est quelque chose de très classique, hein, on n'a pas attendu le PLM pour faire ça, clairement. C'est optimiser. Alors, optimiser, ça veut dire améliorer la qualité, les coûts, les délais. Donc, par exemple, l'un des exemples les plus courants, c'est une entreprise qui dit mais je fabrique et je conçois de nouveaux produits chaque année. Et finalement, je réutilise assez peu des composants déjà existants présents au catalogue pour diverses raisons que je ne peux pas détailler ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle le reuse, parfois. Et donc, certaines entreprises souhaitent augmenter cette quantité de reuse pour diminuer les coûts de conception. D'autres entreprises me disent, et c'est un grand classique aussi, je passe beaucoup de temps à chercher l'information technique qui devrait être disponible et qui ne l'est pas. Et on arrive parfois à des temps, une part de l'activité, par exemple, d'un ingénieur ou d'un bureau d'études, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50% du temps qui est juste fait pour, juste, entre guillemets, fait pour chercher l'information technique qui, normalement, elle devrait être rapidement accessible. Donc ça, c'est le premier point. C'est souvent un des enjeux adressés, très clairement. Le deuxième enjeu que j'indique, et c'est clairement un enjeu qui monte en puissance, enfin qui est déjà monté en puissance, très clairement, mais qui prend encore plus de place chaque année, c'est tracer pour répondre à de nouvelles exigences réglementaires ou légales liées aux produits. Donc ça veut dire on va demander de plus en plus aux entreprises de tracer leur activité, très clairement. Donc alors évidemment, on parle des normes REACH, on parle les règles d'export contrôle, on parle de gestion de la configuration, etc. etc. Ah, je vois une première question, comment s'inscrit le Lean dans la démarche PLM? Alors c'est une question à laquelle je répondrai un peu plus tard, parce que c'est une vaste question, mais le Lean, que je connais, je ne suis pas expert du Lean, intègre un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va retrouver en fait à la périphérie d'une démarche PLM. Alors, pour l'instant, là, je parle plutôt de démarches qui sont dans la démarche de conception du produit, des processus de production et de support du PLM. Donc, très clairement, et il y a certaines affaires récentes qui nous ont montré que c'est des questions qui commencent à devenir vraiment très, très prégnantes, y compris très visibles dans le grand public, où on demande aux entreprises de tracer tout ce qu'ils ont fait pour délivrer un produit. Alors, question 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a Alors, il y a une question, qu'y a-t-il au niveau PLM dans la partie visible de l'iceberg? Alors, dans la partie visible de l'iceberg, c'est les parties qui sont visibles d'un point de vue du client, on va dire. Donc, dans la partie visible de l'iceberg, il peut très bien y avoir, par exemple, un service après-vente, un service maintenance, une relation client, qui vont permettre, en fait, d'aller piocher dans la partie immergée de l'iceberg des informations qui doivent remonter auprès du client. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Une entreprise qui a un site web d'e-commerce, bien entendu, souhaite publier des informations à jour et pertinentes. Et ben, en fait, on peut très bien imaginer que ce site de e-commerce soit le mieux intégré possible avec toute l'ingénierie produit qui permet de délivrer automatiquement des informations à jour, notamment à chaque mise à jour et chaque modification. Et j'ai des exemples très précis d'entreprises qui, par exemple, s'inquiétaient de certaines caractéristiques techniques de leurs produits, comme la masse, le matériau, qu'on avait beaucoup de mal à mettre à jour parce qu'il n'y avait pas de lien entre les services d'ingénierie, de maintenance et puis de marketing-vente, ce qui pouvait amener à des dysfonctionnements majeurs et donc la publication d'informations qui étaient fausses ou erronées sur le site web. Donc voilà, c'est pour vous dire que le PLM peut très clairement avoir des impacts, même sur la partie émergée de l'iceberg, c'est une bonne question. Et ce n'est pas simplement des choses qui sont invisibles du client ou du grand public. Troisième enjeu, très clairement que je vois beaucoup, de plus en plus dans les entreprises que je rencontre, c'est la complexité croissante des produits. Alors, on sait très bien que les produits ont tendance à être de plus en plus complexes parce que pluridisciplinaires. Et puis, il y a une arrivée majeure qu'on doit prendre en compte de plus en plus, et depuis de nombreuses années, c'est l'arrivée du logiciel, le logiciel embarqué notamment, qui va changer clairement la donne, qui a déjà changé la donne dans beaucoup de produits. Et donc, cette question, c'est comment je gère cette complexité croissante? Et la réponse, c'est ben, les méthodes qui étaient utilisées jusque-là maintenant,
pose problème, très clairement, parce qu'elles sont plus efficaces, elles sont plus à même de gérer cette complexité. Donc, il faut mettre en place des méthodes, des outils, des démarches capables de gérer cette complexité croissante des produits. Quatrième enjeu adressé par une démarche PLM, c'est gérer la complexité croissante des organisations. Je pense que vous le savez tous, une entreprise maintenant est amenée à travailler avec de nombreux interacteurs et parties prenantes, comme ça peut être des filiales, ça peut être des sous-traitants, des fournisseurs, alors parfois des compétiteurs, c'est-à-dire des entreprises qui sont des compétiteurs pour un projet, puis qui sont des collaborateurs ou des entreprises partenaires pour d'autres projets. Donc tout ça fait qu'il y a un tissu et un flux d'informations relativement important à gérer. Et là encore, pour gérer de façon maîtrisée et réussie ces interactions, il faut mettre en place des démarches, des outils, des systèmes qui permettent de gérer ces flux de façon rationnelle et maîtrisée. Et puis enfin, dernier élément, alors c'est un dernier enjeu dont la formulation est assez vague, je suis absolument d'accord si vous m'en faites la remarque, c'est relever les défis numériques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un chacun est amené maintenant avec beaucoup de naturel et de plus en plus à travailler avec les outils numériques. Donc par exemple, de plus en plus, évidemment, il y a de nouveaux modes de vente sur l'Internet qui existent, il y a des nouveaux modes d'interaction avec les entreprises, la diffusion de plus en plus d'informations techniques sous forme numérique. C'est une attente forte maintenant de l'écosystème des entreprises d'avoir à disposition des informations à jour, pertinentes, facilement accessibles. Et on ne peut plus se permettre maintenant d'avoir des délais de mise à jour, par exemple, de sites web. Alors là, j'ai vu ça dans de nombreux secteurs d'activité. Je parlais là des sites d'e-commerce. À ma connaissance, ça concerne maintenant quasiment tous les secteurs d'activité. Voilà, pas simplement tous les secteurs d'activité industriels, on peut imaginer. Et c'est une question clé, c'est comment je mets à jour ces sites web, ces nouveaux canaux de distribution de l'information. L'une des réponses, c'est en intégrant au mieux les activités de mon entreprise. Ces 5 enjeux, j'y ai passé un peu de temps parce que ma conviction, c'est que tant que l'entreprise n'a pas hiérarchisé les enjeux auxquels elle doit répondre, la démarche PLM ne pourra pas être maîtrisée parce qu'on ne sait pas l'enjeu qu'on adresse. Finalement, ça fait sens, ça donne du sens à la démarche PLM. Et ça, de mon point de vue, encore une fois, c'est plutôt de la responsabilité de la direction générale, ou en tout cas du management, de donner une trajectoire à suivre aux collaborateurs. Donc ça, c'était les enjeux. Alors, pour adresser ces enjeux, une démarche PLM, alors ça, c'est quelque chose qui m'est assez spécifique, que j'ai construit au fil de l'eau en discutant avec de nombreuses parties prenantes d'une démarche PLM. C'est comme le projet PLM, c'est extrêmement vaste comme démarche, comme on vient de le voir, ça permet d'adresser de nombreuses problématiques. En fait, il nous paraît pertinent de découper la démarche en blocs. Donc là, il y a une vingtaine, que toute entreprise qui veut faire du PLM peut être amenée à aborder. Alors, je ne vais pas tout détailler. La formation PLM qu'on vous propose à Centrale Supélec aborde une grosse partie de ces blocs. Je vais en détailler quelques-uns quand même. Donc, le premier, par exemple, c'est le document management. C'est que pour faire du PLM, il faut savoir gérer de façon efficace des documents. Alors, au sens large, des documents électroniques, mais aussi d'autres types de documents. Ça paraît une question simple, mais finalement, on peut découvrir que c'est une question relativement complexe à traiter, notamment du fait de l'historique d'une entreprise qui va être nécessaire de reprendre. Et donc, c'est une question par laquelle on peut commencer, je pense, une bonne pratique. Le deuxième bloc, c'est le part management, donc c'est la gestion des articles. Et donc, ça, alors clairement, c'est un fondamental incontournable. On doit définir dans une entreprise comment est structuré, on va dire, le catalogue article, donc l'offre de l'entreprise. Et ça, c'est aussi une question clé qui va nous permettre de poser beaucoup de questions sur, par exemple, la typologie d'articles gérés, le code article, la codification des articles, etc., etc. La part du standard, la part du spécifique. Voilà.
Des questions comme ça, on va pouvoir s'en poser de nombreuses. Toute la question est de savoir comment on fait pour se les poser, dans quel ordre, avec les outils. Donc ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir vous apporter. Alors, parmi les sujets importants, donc il y a document management, part management, BOM management, c'est les nomenclatures. Et puis, il y a également des processus clés qui sont, par exemple, la gestion des évolutions ou la gestion de configuration, par exemple. Voilà. Alors, je ne vais pas les détailler clairement, c'est deux blocs, mais sachez que c'est des blocs qu'on est nécessairement amené à étudier et qui nécessitent, là, pour le coup, un gros effort pour mobiliser les équipes, les former également, on y reviendra, et pour mettre ça en place. Hein. Et quand vous voyez le périmètre là qui est dessiné à travers ces 20 blocs, dites-vous bien qu'un projet PLM, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 an. L'ordre de grandeur, c'est plutôt 5-10 ans. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt même une transformation continue qui ne s'arrête jamais pour augmenter petit à petit l'efficacité d'une entreprise. Voilà, donc ça c'est une base en fait de réflexion, de structuration d'une démarche PLM. Mon expérience, c'est que ça marche plutôt bien et même plutôt très bien pour aider une entreprise à structurer sa démarche. Voilà, c'est plutôt apprécié, ça permet de donner un cadre méthodologique structurant. Alors, le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est cette figure qui permet de voir une autre approche, une autre analyse, c'est quels sont les sujets qu'on va traiter dans une démarche PLM. Alors, dans une démarche PLM, que ce soit globalement ou pour chacun des blocs qu'on a vus juste précédemment, on va d'abord se poser une question de gouvernance. Alors, gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand je parle de documents d'articles, qui gère, qui a la responsabilité de ça, très clairement. Quelle est la gouvernance? Alors, c'est une question qui paraît évidente, mais finalement, parfois, on s'aperçoit que cette gouvernance n'est pas très claire ou pas très formalisée. Voilà. Deuxième bloc, point, c'est l'organisation des processus. Donc, là, c'est très clair, il va falloir penser le processus à un moment donné, hein, même si c'est une évidence, c'est bon de le rappeler et c'est une question clé. Troisième élément, je ne vais pas forcément pouvoir le développer aujourd'hui parce que ça nécessite quelques développements, mais sachez que ce bloc-là, c'est l'une des clés pour parvenir à maîtriser une démarche PLM, parce que c'est là où il y a les éléments les plus conceptuels à développer. Donc, grosso modo, ça consiste à proposer un modèle de données de l'information qu'on va traiter au sein d'une démarche PLM. Et là, dans les formations qu'on propose, c'est un élément et un point de vigilance important qu'on va traiter tout au long des formations proposées. Quatrième point, très clairement, c'est on va se poser la question des outils et sites d'information support. Bon, c'est pas nécessairement le point le plus dur, ça nécessite pas mal de retours d'expérience, mais ça, c'est pas un point conceptuellement compliqué, en fait, hein, évidemment, c'est plutôt de l'applicatif, de l'opérationnel, évaluer la capacité d'un acteur à répondre, d'un outil à répondre à un besoin. C'est important, mais on sait traiter. Et puis 5, 6, c'est des points qui sont un peu transverses à tout ça. Alors, évidemment, on en parle parce que c'est un peu le sujet aussi d'aujourd'hui. Hein. C'est mettre, le cinquième point, c'est mettre sur pied très rapidement des actions d'éducation, de formation pour accompagner vos projets PLM. S'il n'y a pas cette dimension, je peux vous assurer que vous allez avoir beaucoup de difficultés à aboutir à un projet PLM efficacement déployé. Je dis ça avec beaucoup de précautions. Je pourrais aller un peu plus loin en disant que s'il n'y a pas cette action d'éducation-formation, vous prenez de beaucoup de risques à faire échouer votre projet PLM, malheureusement. Voilà. C'est mon expérience. Hein. Et toutes les entreprises dans lesquelles j'ai vu des projets maîtrisés avaient cette action de formation d'éducation, alors pas forcément avec Centrale Supélec, bien évidemment, mais avec une démarche très volontaire pour faire monter en compétence des équipes sur ces sujets-là, avant même de s'engager dans le projet PLM. Puis sixièmement, bon, ça c'est du classique, hein, évidemment, il faut de temps en temps mesurer ce qu'on fait pour être sûr que la trajectoire suivie est la bonne. Voilà. Sur ces 6 points, il y a des recommandations, des bonnes pratiques qu'on peut déployer de façon progressive. On a des éléments à vous communiquer là-dessus. On pourra en discuter. Alors, dernier point, alors très clairement, vu le temps qui m'est imparti et le fait que ce soit en distanciel,
Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui dans le détail. Sachez qu'il y a quand même une réflexion qui a nécessité de mobiliser beaucoup de compétences industrielles, académiques, consultants, pour aboutir à cette vision synthétique, notamment qui a été faite dans le cadre du PLM Lab, auquel on a beaucoup contribué. C'est comment résumer en une planche le cycle de vie du produit, les concepts clés et les principaux flux. Alors, je vous la présente non pas pour la détailler, pour vous montrer simplement qu'il est possible de définir un cadre méthodologique relativement complexe, on en a bien conscience, mais qui permet de mettre en place une démarche raisonnée pour prendre chacun des blocs un à un et de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Et ça, c'est presque 10 ans d'expérience de travail didactique pour essayer de formaliser cette planche qui, une fois qu'on l'a bien assimilée et bien comprise, est, de notre point de vue en tout cas, très éclairante sur les enjeux, la façon dont on doit envisager une démarche PLM. Voilà. Alors, encore une fois, pour ceux qui la découvrent, on peut avoir une première impression de forte complexité, d'ailleurs c'est le cas, mais sachez qu'on peut très bien rapidement comprendre ce qui se cache derrière et qu'elle soit très éclairante sur les enjeux et la façon dont on peut enclencher une démarche PLM. En tout cas, toutes les entreprises que je vois en bonne voie sur des démarches PLM, et elles sont nombreuses, ont une démarche compatible avec cette vision, en fait, qui a d'abord été développée très clairement plutôt dans des industries de pointe aéronautique et de défense, et qui maintenant a tendance à gagner tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Donc tout ça, voilà, je vais les reprendre rapidement. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments de méthodologie qui sont vus pendant une formation PLM qu'on va vous proposer de détailler tout de suite après. Également des activités d'accompagnement d'entreprise. Donc, c'est des choses qui sont vraiment opérationnelles et qui permettent d'accompagner les entreprises dans leur démarche PLM. Voilà. Et qui est un peu spécifique à notre vision et notre approche du PLM, même si maintenant, évidemment, cette vision est très largement partagée autour de nous et que, par exemple, au PLM Lab, c'est maintenant des fondamentaux qui sont assez largement partagés parmi beaucoup d'acteurs, dont des industriels. Alors n'hésitez pas à poser des questions sur cet aspect-là. C'est très clairement un point important de cette présentation qui permet de définir un petit peu la colonne vertébrale de la formation sur laquelle on va s'appuyer. Alors, cette section fait un focus évidemment sur le 5e point de mon cadre là que je vous ai présenté à l'écran. Donc, c'est les missions d'éducation-formation, dont on pense encore une fois que c'est un point très important et qui fait même toute la différence entre des entreprises qui avancent rapidement et de façon assurée dans une démarche PLM et celles qui s'engagent, de notre point de vue, en négligeant un peu cet aspect. Et notamment, il y a des entreprises qui comprennent très vite qu'elles doivent envoyer des collaborateurs pendant quelques journées pour se former. Et puis les entreprises qui disent bon, le projet PLM, on va le lancer, et puis on verra au fur et à mesure comment monter en compétences. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Parfois en s'appuyant sur des intégrateurs, donc c'est pas nécessairement le métier premier. Donc c'est pour moi un point de vigilance. Maintenant, sachez qu'à Centrale Supélec Exed, on a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour les accompagner. On en est ravis. Et que c'est de plus en plus quelque chose qui est maintenant totalement intégré par les équipes, en tout cas de celles qu'on voit. Alors, en fait, on a découpé l'offre de formation en 8 modules. L'ensemble constitue ce qu'on appelle un certificat qui permet de délivrer un diplôme, en fait, un certificat. Diplôme, c'est pas le terme, un certificat Centrale Supélec Exed qui permettent de vous qualifier dans ce domaine-là par notre structure. Et en fait, on a découpé cette formation en modules, donc, où on retrouve en fait un peu le découpage que je vous ai présenté tout à l'heure entre gestion des documents, des articles, des nomenclatures, qui agrège certaines thématiques pour vous donner tous les fondamentaux qu'on pense nécessaires à la conduite d'un projet PLM. Alors, évidemment,
on ne va pas faire le tour de la question avec l'ensemble de ces modules, hein, qui correspond à peu près à 8 jours. Hein, mais c'est les bases nécessaires et suffisantes pour démarrer en toute sérénité un projet PLM. C'est notre vision. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Hein, c'est si vous pouvez suivre l'ensemble des certificats, ben, c'est mieux puisque vous allez avoir une vision complète. Mais vous pouvez aussi très bien choisir l'un ou l'autre de ces modules. Par exemple, parce que l'intégration PLM-ERP est un sujet qui est particulièrement important chez vous, et ben, vous décidez d'aller plutôt vers ce module-là. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Chaque année, donc, on forme les deux types de populations, des populations qui suivent l'ensemble du module certificat, puis des populations qui viennent plutôt pour 2 ou 3 modules, parce qu'ils ont un besoin plus précis. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a construit au fil du temps. Hein. Ces formations sont assurées par moi-même et par des gens de notre écosystème, donc c'est souvent des consultants hein, qui viennent nous aider. Voilà. Et l'objectif de la formation est simple, c'est permettre à tout acteur ou partie prenante d'un projet PLM de monter rapidement en compétences. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comment faire qu'en 8 jours, vous sortiez avec des compétences consolidées sur ces sujets-là et que vous soyez à même de discuter avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet PLM. Alors pour faire ça, on rencontre des meilleures pratiques dans plusieurs secteurs d'activité, hein, donc ça c'est notre expérience, en s'appuyant sur ce que nous disent les utilisateurs, les cabinets de conseil, les éditeurs, les intégrateurs et évidemment les industriels. Et sachez que on actualise constamment nos contenus. Moi, j'ai une activité de veille importante, de dialogue important, qui permet d'actualiser clairement les contenus régulièrement. Et au final, nos formations permettront aux entreprises de booster ce qu'on appelle alors, leur maîtrise d'ouvrage. Je ne sais pas si c'est un concept ou un terme qui vous est familier, mais la maîtrise d'ouvrage, hein, c'est celui qui va conduire concrètement pour l'entreprise le PLM et notamment être en face de, par exemple, d'un intégrateur, d'un éditeur ou des métiers, par exemple. Et ben, cette maîtrise d'ouvrage, souvent, n'est pas forcément formalisée complètement dans les entreprises. Donc, nous, on aide à formaliser cette maîtrise d'ouvrage, la faire monter en compétences et finalement à permettre d'évaluer et de piloter la maîtrise d'œuvre de ces projets qui sont souvent faits par des partenaires extérieurs, comme l'intégrateur par exemple. Et au final, cette maîtrise d'ouvrage peut constituer le noyau dur d'une cellule PLM qui se monte peu à peu dans nos entreprises et qui va, en fait, c'est souvent des nouveaux métiers même qui vont arriver dans l'entreprise, hein, et qui vont permettre de maîtriser une démarche PLM qui est souvent s'inscrit dans la durée et qui devient, on va dire, un incontournable de l'activité de l'entreprise. Alors, j'ai une question là qui m'arrive, c'est à quel moment d'un projet PLM on préconise d'entamer une action de formation des équipes? C'est une bonne question. Moi, j'ai envie de dire le plus tôt possible, très clairement. J'ai vu même des entreprises qui, avant même d'engager une action concrète sur le terrain avec des budgets, envoient leurs collaborateurs pour essayer d'avoir une vision globale et maîtriser, consolider d'une démarche PLM. Et moi, ma recommandation, c'est le plus tôt possible. Très clairement, le plus tôt possible est le mieux. Ça permettra de, entre autres, confronter votre vision du PLM à d'autres visions. Donc, ma vision académique, celle de Centrale Supélec, mais aussi d'autres, par exemple, industrielles, si vous optez pour une formation inter-entreprise sur notre site, qui se trouve à Paris. Enfin, la formation se déroule à Paris, le plus souvent. Et bah, c'est très enrichissant parce que ça va vous permettre de vous confronter à d'autres points de vue, de challenger un peu vos idées sur cette question-là, et surtout de bénéficier de beaucoup de retours d'expérience dans ce domaine-là et de vous faire gagner, alors pour le coup, beaucoup de temps. Voilà, quand je dis beaucoup, c'est vraiment énorme. J'ai une deuxième question. C'est bien, les questions arrivent plutôt maintenant, mais c'est très bien parce que on est proche de la fin du webinaire. Alors, la démarche PLM s'adresse-t-elle également aux entreprises de construction? Alors, construction, j'imagine que c'est génie civil. Oui, alors, dans génie civil, on appelle ça le BIM, le Building Information Modeling, ou Management, ça dépend des exceptions. Et très clairement, le BIM, c'est du PLM adapté au domaine de la construction. Donc, pour rien vous cacher, je suis intervenu dans des entreprises qui étaient des entreprises de construction.
faut savoir quand même qu'évidemment, il y a certaines spécificités hein, dans le domaine de la construction, notamment, il est souvent question pour les entreprises de fabriquer un exemplaire unique d'un bâtiment. Souvent, il n'y a pas de série. Il y a énormément de métiers très différents, avec des niveaux de maturité sur le numérique qui sont différents. Bon, je pourrais dérouler un petit peu, enfin, je pourrais pas aujourd'hui, mais je pourrais, le cas échéant, par la suite, développer tout ça. Mais les fondamentaux sont les mêmes. C'est frappant. C'est-à-dire que quand je discute avec des gens de Bouygues, de Vinci ou de quel acteur de la construction et qu'on parle BIM, bah, en fait, on parle le même langage que le PLM. C'est exactement la même chose. Sauf que le centre de gravité n'est pas tout à fait le même, mais les enjeux sont les mêmes, très clairement. Donc, par exemple, une question qui se pose beaucoup dans le domaine de la construction, c'est la capacité à tracer les décisions qui sont prises. Voilà, clairement, ça, c'est des choses qui sont de plus en plus prégnantes, me semble-t-il en tout cas. La question de la plaque numérique, évidemment, avec la maquette numérique, le jumeau numérique, ce qu'on appelle maintenant, c'est une question très prégnante. Donc, pour répondre à la question, oui, la démarche PLM s'adresse aux entreprises de construction, même si c'est un nom différent. Et très clairement, on a eu de nombreux collaborateurs, enfin, plusieurs collaborateurs d'entreprises de construction qui sont venus suivre nos formations PLM et qui ont donné leur point de vue très complémentaire. Alors, par exemple, c'est intéressant quand on a quelqu'un qui, on va dire, fabrique de l'armement ou qui est dans le domaine de l'énergie et quelqu'un qui est de la construction du génie civil, bah, c'est intéressant de croiser les points de vue, mais finalement voir que les fondamentaux sont les mêmes. Voilà. On trouve la notion de nomenclature, de structure de produit, de documents, de part d'articles dans tous ces domaines-là, et on peut comme ça croiser les regards et les retours d'expérience. C'était une très bonne question. Alors, on pourrait dire, par exemple, est-ce que c'est un sujet totalement d'actualité en ce moment, hein, malheureusement. Est-ce que le PLM s'adresse au secteur de la santé? Alors là, je peux vous dire, plus que jamais, notamment parce que, et c'est un peu le sujet que je traite même pour tout vous dire en ce moment, c'est qu'il y a des cycles de développement qui sont extrêmement courts en ce moment pour répondre à l'urgence. La question, c'est comment tracer au mieux ce qui se fait, quoi. Voilà, et comment mobiliser des démarches. Alors, très clairement, le PLM dans des situations d'urgence, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour le déployer. Par contre, le PLM pose des questions intéressantes qui doivent être instruites dans la durée, quel que soit le secteur d'activité. Voilà. Alors, dernière planche, je pense, ou avant-dernière, c'est à qui s'adressent ces formations. Alors là, ma réponse est simple, c'est à toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin à un projet PLM. Alors, premier bloc, ça peut être évidemment les dirigeants, les managers, les chefs de projet, voilà, qui souhaitent monter en compétences. Alors parfois, on voit arriver dans nos formations des gens qui veulent avoir une vision globale, consolidée de ce que c'est qu'un projet PLM pour parler aux équipes. Donc, c'est assez souvent, ça peut être le cas. Deuxième type de population, alors évidemment, ceux qui vont être au cœur du projet, donc ceux qui vont faire, les sachants, les praticiens du PLM. Alors là, ça peut être les gens des études, les gens de la fabrication, de l'industrialisation, les gens des méthodes, les services informatiques, enfin, les gens de la qualité. Tout ça, ce sont des fonctions qu'on voit dans les formations de PLM que l'on assure. Et là, encore une fois, ça permet d'avoir une richesse des échanges, parce que chacun donne son point de vue, quoi, très clairement. Et puis, plus généralement, on peut voir aussi dans nos formations des gens qui sont du domaine du conseil, des intégrateurs. On a très souvent assez souvent des cabinets de conseil qui souhaitent compléter leur offre ou avoir notre vision, profiter de notre vision, voilà, et qui viennent nous solliciter pour poursuivre nos formations. Et nous, on considère que ça fait aussi partie de notre mission que de former l'ensemble de l'écosystème. Alors, le contenu de la formation, comment ça se passe? Et j'en finirai là. Très clairement, on commence toujours par faire un large panorama des enjeux et des problématiques. Ça, c'est en lien avec l'actualité. Hein. Voilà. Donc, on essaie de donner des éléments de leçons apprises, de contexte déjà vu. Deuxième point, alors ça, c'est un peu la spécificité certainement enfin, spécificité non, mais c'est un point fort de nos formations, c'est on donne des éléments théoriques et conceptuels liés à une démarche PLM, très clairement. C'est une richesse, peut-être une difficulté, mais une richesse de la formation. On vous donne des éléments théoriques autour des articles, des nomenclatures, des configurations des modèles. Donc, alors, aucun prérequis nécessaire, on s'adapte à toutes les populations, quelles qu'elles soient. Donc, très clairement, quel que soit votre métier de base,
d'origine et vos compétences initiales dans vos métiers, on s'adapte et on met en place une pédagogie pour vous permettre d'intégrer pleinement ces éléments théoriques et conceptuels. Il n'y a aucun souci, on sait faire. Ça, il y a une expérience de 10 ans là-dessus, donc il n'y a aucun souci. Et par contre, c'est des choses qui sont très différenciantes par rapport à d'autres formations, je pense, ou d'autres approches. Voilà. Évidemment, on va mettre en place des exemples didactiques. Alors, sachez que ça, c'est un apport aussi de notre formation. On commence par des exemples très simples. Voilà. On commence par exemple par gérer une table avec un plateau 4 pieds. Et avec cette table, on va voir qu'on peut aborder de nombreuses problématiques pertinentes, très clairement, qui sont intéressantes à traiter. Quatrième point, évidemment, on traite des exemples plus complexes, dérivés de cas d'études que j'ai traités moi ou que j'ai vus dans la littérature. Et puis, dernier point, bien entendu, il y a un dialogue constant et des échanges avec les participants à ces formations. C'est vraiment un échange. Hein. Vous n'êtes pas passif, vous êtes vraiment actif, voire proactif pour challenger ce qu'on vous dit, hein, très clairement. Moi, je suis prêt à des fois interroger certaines propositions qui vous paraissent parfois devant être nuancées ou modifiées, hein, très clairement. Néanmoins, les fondamentaux qu'on présente nous semblent solides, et donc c'est plutôt, on vous questionne pour faire écho. Comment ça fait écho dans votre activité et ce que ça évoque chez vous, pour essayer de connecter des éléments fondamentaux théoriques avec une pratique que vous avez au quotidien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces éléments-là. Ça, c'est des choses qu'on met en place hein, depuis maintenant 2007. Hein, ça fait un moment qu'on fait ça. On a vu donc, on pourrait compter le nombre de formations qu'on a fait, elles sont relativement nombreuses, hein, et le nombre de centaines de personnes qu'on a formées. C'est des choses sur lesquelles on se sent quand même relativement solide. Et donc les questions, vous avez posées au fil de l'eau. Et puis, il y a une question. Alors, je lis la question pour tout le monde. Hein. Dans certaines sources, on différencie souvent le PLM et le BIM, disant que ce sont des démarches complémentaires et que l'un ne supprime pas l'existence de l'autre. Oui. Alors après, effectivement, hein, après, ça dépend comment on définit le PLM et le BIM. Moi, j'ai quand même tendance à dire que le BIM avait jusqu'à présent une vision très centrée 3D CAO. On voit beaucoup d'acteurs de la CAO et du 3D se positionner sur le BIM. Nous, on considère vraiment que le BIM, c'est du PLM pour la construction. Voilà. Donc, là, après, très clairement, comme je disais en introduction, il peut y avoir des différentes appréciations. Bon, le BIM peut être considéré autrement, mais moi, je considère que le BIM, c'est du PLM pour la construction, avec certaines spécificités dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre question? Alors, serait-il possible de partager la présentation afin de soumettre mon entreprise éléments? Oui, je pense. Bien sûr, je pense que Brice reviendra vers vous pour partager la présentation auprès de vous, bien entendu. Et ce que je vous propose, c'est donc de prendre contact soit directement avec moi, Pascal Moranton à centralsupélec.fr, soit Yann Lopez pour discuter des modalités pratiques d'intervention. On peut aussi avoir un dialogue ensemble, vous et moi, pour éventuellement avoir une formation un peu plus sur mesure. Et donc, dans ce cas-là, on pourra définir une mission de préparation. C'est ce que je fais parfois. Hein. Ou par exemple, quand une entreprise veut former un certain nombre de collaborateurs, hein, je sais qu'il y a quelques années, on a formé en 4 sessions 70 collaborateurs, je crois, comme ça, 50, 60. Et donc, dans ce cas-là, il y a un dialogue qui se fait pour ajuster au mieux la formation qu'on vous propose à vos besoins, sachant qu'il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes. Alors, y a-t-il des dispositifs de financement de ces formations que nous pouvons utiliser? Alors là, oui, je pense que c'est Liliane Lopez qui pourra vous répondre plus précisément, qui gère cet aspect-là, mais bien entendu, il y a des dispositifs qui sont mobilisables. Je ne pourrais pas vous dire lesquels précisément, mais je sais que c'est des questions qui se posent régulièrement et donc pour lesquelles on a des réponses, je pense, à vous fournir rapidement. Alors, j'ai été assez vite, c'était assez dense, mais je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des éléments moi que je voulais vous présenter. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il n'y a plus de questions. On est juste à l'heure, 12h30. Je tiens à vous remercier pour votre présence et pour avoir suivi ce séminaire. Et je vous donne rendez-vous à bientôt si vous souhaitez pour échanger plus avant sur notre offre. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi et puis peut-être à bientôt. Je laisse Brice
clôturer le webinaire s'il le souhaite et s'il le peut, parce que c'est lui qui a la maîtrise technique de cet environnement de webinaire. Je te laisse faire, Brice. Je m'adresse à toi. Bon, écoute, je vais couper ma session, je pense. Ok. Ok, bon.